je vais faire la présentation. Et, donc, à la suite de ça, si vous avez des commentaires, des questions, bah voilà, ce sera le moment. Donc, bah déjà, juste pour commencer, aujourd'hui, j'interviens parce que et Jacques m'ont sollicité pour parler du sujet du sport en résonance avec la thématique des rencontres nationales du SPS sur le sport et les arts martiaux et en lien avec les Jeux olympiques de Paris. Donc, moi, j'ai pas fait d'art martial, mais par contre, j'ai fait du roller de vitesse. Et j'ai un peu réfléchi à quel angle choisir pour vous parler ce soir, parce que en tant que praticienne shiatsu, je n'accueille pas spécifiquement des sportifs au cabinet. J'accueille tout public, mais voilà, je n'ai pas un public de sportifs particulier. Et à côté de ça, je vais pas non plus vous parler d'anatomie ou de physiologie du sportif parce que c'est pas franchement ma spécialité, même si j'en ai fait beaucoup. Je vais plutôt, j'ai plutôt choisi de vous raconter l'aventure humaine que moi j'ai vécue en étant sportive et aussi voilà ce que j'ai traversé assez jeune. Et, et comment dire, pour vous donner en tant que voilà, thérapeute shiatsu, peut-être un angle, un regard différent sur le sportif ou la sportive qui peut venir vous voir en cabinet ou de façon plus globale sur des gens qui sont voilà, en quête de performance ou en quête de transition dans leur vie. Mais là-dessus, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que j'imagine que vous accompagnez déjà beaucoup de personnes dans ce contexte-là. Et avant de commencer, je précise aussi que je vais faire ce soir, ça reste un témoignage. Et donc, mon expérience n'est pas forcément révélatrice de ce que vivent tous les sportifs, quoi, hein, évidemment. Voilà. Donc, j'ai préparé tac, ma présentation en trois parties. La première, c'est sur la période de compétition avec le roller de course, avec le rêve que j'ai nourri pendant des années. La deuxième partie, c'est sur la transition dans ma vie. Donc, il y a une période dans ma vie où il a fallu gentiment changer de vie. Et donc, ça ne s'est pas fait facilement. Et c'est rarement le cas chez des sportifs de haut niveau. C'est souvent une épreuve hein, de changer de vie à la fin de l'expérience. Et puis ensuite, la troisième partie, c'est sur donc, le shiatsu, plus particulièrement, qui est aussi un des piliers, on va dire, de ma reconstruction. Euh, J'avais prévu de vous partager une petite vidéo d'1 minute 30 sur une compétition de roller, parce que je sais que c'est un sport qui n'est pas très médiatisé en France, donc tout le monde ne connaît pas forcément le roller de vitesse. En gros, ça s'apparente au patinage de vitesse sur glace, qui est un sport olympique. Et dans le format, c'est ce qu'on va retrouver en athlétisme ou en cyclisme. Ce sont des courses, il y a des courses de vitesse, il y a des courses d'endurance, il y a des marathons. Voilà, il y a de la vitesse et il y a beaucoup de spectacles aussi. Donc, je vais essayer de faire le partage d'écran. Hop, touc. Voilà. Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez le fond d'écran? Est-ce que Mireille, tu peux me confirmer pour que je sois Oui, oui, sûre que je on, suis... on voit les compétiteurs. Ça marche. Ok. Donc, je lance la vidéo et je fais le speaker en même temps. Comme ça, vous avez les commentaires. Donc là, ça va durer 1 minute 30 et c'est une finale de championnat du monde du 1000 mètres sur piste. Donc, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Et voilà, le roller, ça se passe comme ça. Ce sont des pistes de 200 mètres. Il y a aussi des événements sur circuit routier, comme au vélo ou comme en Formule 1. Et donc, voilà, c'est des courses qui sont souvent assez stratégiques, ça va vite, il y a pas mal de contacts. C'est un sport où voilà, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la force des jambes. Euh,
en termes d'accompagnement, on va dire, plus sur le plan corporel ou médical, c'est beaucoup des problématiques au niveau des jambes, des genoux, des chevilles, le bassin. C'est des zones qui sont hyper sollicitées en roller. Vous devez le voir, ça va vite. Je sais pas si ça se reflète beaucoup sur la vidéo, mais en fait, ça va très vite. Donc, quand il y a des chutes, je vous garantis que c'est assez costaud aussi, les dégâts. Oui, on voit que ça va vite. Euh, ouais. Et voilà, c'est aussi un sport mine de rien, c'est un sport de contact quand même. Donc, il y a énormément de choses qui se jouent aussi sur la psychologie, mais bon, comme dans tous les sports de compétition ou de combat, quoi. Voilà, bon, je crois qu'il était... Ah, mais c'est arrivé. Donc, voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, voilà à peu près à quoi peut ressembler du roller. Mais je vous recommande d'aller voir ça en live, c'est vraiment très spectaculaire, c'est un joli sport. Euh, Hop, donc je me remets sur la présentation. Hop, ok. Du coup, pour commencer, je vais commencer la première partie sur la compétition et mon rêve de sportive que j'ai nourri pendant des années. Donc, moi, j'ai commencé toute petite quand j'avais 7 ans. Et en fait, dans mon club, j'étais en Bretagne. Et dans les années 2000, il faut savoir que le roller de vitesse en France, ça commençait à être médiatisé. Il y a eu une vague de médiatisation, il y avait des sponsors et donc il y avait des athlètes français, des patineurs qui étaient professionnels. Ça s'est arrêté depuis. En France, on n'est plus professionnel du roller aujourd'hui. Mais il se trouve que dans mon club, j'avais quelques champions. Moi, quand j'étais toute gamine, j'entendais parler de championnats à l'international, j'entendais parler de médailles, de championnats du monde. Et en fait, ça m'a complètement absorbée. Enfin, j'ai eu envie de devenir compétitrice. Et avant ça, il faut dire aussi que le roller, ça reste un sport qui est assez ludique à la base en termes de sensations. Alors souvent, les gens ont des souvenirs de mauvaises chutes. Je vous rassure, j'en ai aussi. Mais donc voilà, c'était vraiment le mélange de cette sensation de glisse et de vitesse avec cette espèce d'envie d'aller à l'autre bout du monde et de ramener des médailles, quoi. Ça m'a donné envie. Donc ça a été le moteur pendant 15 ans. Et pendant 15 ans, j'ai vécu des choses franchement incroyables. Encore une fois, même si c'est un petit sport qui n'est pas très médiatisé en France, voilà, j'ai eu la chance d'avoir fait des compétitions en France, en Europe et à l'international. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu... c'était un peu le luxe parce que d'ailleurs, on voyageait en équipe de France. C'était la fédération qui nous emmenait à droite, à gauche. Et donc, on nous payait l'avion, on nous payait les hôtels. Enfin, c'était vraiment voilà, des gros moments de vie et de partage. Et pour vous donner une idée par rapport à mon rythme de vie, quand j'avais 14, 15, 16 ans, j'étais à Bordeaux parce que j'étais en sport-études et on va dire, j'ai quitté ma famille quand j'avais 15 ans pour faire sport-études. Donc, donc le rythme de vie, en fait, on s'entraîne tous les jours. Et il faut savoir que ouais, à cet âge-là, même les week-ends, c'était, voilà, on se lève à 7 heures ou 8 heures du matin. Et puis même si c'est le mois de janvier, qui fait 5 degrés dehors et qui fait nuit, en fait, on va s'entraîner. Et c'était vraiment intense. Et ça représente beaucoup de sacrifices aussi en termes je dirais, de vie sociale ou de décalage avec des personnes des amis de mon âge qui vivaient pas du tout les mêmes choses à ce moment-là. Ça a impressionné beaucoup autour de moi. Mais c'est vrai qu'à cette époque, je ne le voyais pas comme un sacrifice parce que je vivais mon rêve, quoi. Pareil, je pense que vous vous en doutez, mais quand on est en train de vivre des expériences comme ça, en termes de dépassement de soi, on peut aller assez loin. Et, euh, et à côté de ça, moi, j'avais aussi le droit à pas mal de privilèges parce que en sport-études,
bah voilà, on était très bien accompagnés, aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan médical. On a pas mal de privilèges, c'est-à-dire que quand on a besoin de faire des examens de santé, on passe prioritaire. Quand on a besoin de voyager, on est prioritaire. Moi, j'ai la fédération française qui m'a déjà financé des billets d'avion pour rentrer chez moi à une période où prendre le train, c'était très contraignant. Euh, Tout ça, c'est des choses enfin, que moi j'ai vécues assez jeune et tout en ayant en tête que ça durerait un temps, mais que ça durerait pas toute la vie. Ça, je vais y revenir plus tard parce qu'évidemment, euh, bah, être sportif de haut niveau, que ce soit professionnel ou on va dire amateur, enfin amateur, ouais, ou qu'on ne soit pas rémunéré pour ça, une carrière, ça finit dans les plus tard vers 30 35 ans. Après, ça dépend des sports, mais finalement, on est quand même assez jeune quand on arrête une carrière de sportif. Donc, le après, c'est tout un épisode. Et donc, évidemment, comme ça représente, en tout cas pour moi, de mes 7 à mes 21 ans, cette période-là, il se trouve qu'il y a aussi toute l'identité de sportive que j'ai développée. Ça veut dire que pour mes proches ou pour les gens du monde du roller ou pour des gens que je connaissais pas, ben, en fait, j'étais une championne de roller. Euh, j'ai pas, J'avais pas vraiment d'espace pour le reste. Et il y avait des gens voilà, bah, bref, qui aimaient la sportive que j'étais, mais ils ne me connaissaient pas en tant que, je sais pas, en tant que Marie Poitvin, quoi. Donc c'était toujours un petit peu bizarre. Ça crée un genre de contraste avec ce qu'on est réellement. En fait, il n'y avait pas de place, voilà. Il n'y avait pas vraiment de place pour mon moi profond, je pense. Et, euh, et ça, c'est aussi un petit peu difficile parce que du coup, ça aussi, je vais y revenir plus tard, mais c'est un peu difficile à lâcher en fait. Du coup, le fait de tricoter toute une image de sportive et de devoir tout d'un coup aller voir qui est-ce qu'il y a derrière, euh, et ben c'est une nouvelle aventure, on va dire. Donc, par rapport au roller, moi, j'ai fait des résultats bah, voilà, en championnat de France, en championnat d'Europe et j'ai été aussi médaillée en championnat du monde. Donc, il se trouve que j'ai fait une médaille de troisième, mais que j'ai pas été championne du monde. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis accrochée longtemps au sport, parce que j'avais ce rêve de devenir championne du monde, mais du coup, c'est difficile à lâcher euh, même si le corps nous indique qu'il est temps de passer à autre chose, en fait. Donc, j'ai balayé un petit peu toutes les choses euh, bah, voilà, de toute cette aventure-là dans le positif. J'ai aussi fait deux, deux slides sur les points négatifs qui vont peut-être vous intéresser aussi en tant que shiatsuki. Donc, déjà, sur le plan corporel, faut savoir que quand on est sportif de haut niveau et qu'on s'entraîne tous les jours, évidemment, il y a toutes les tensions, la fatigue musculaire, squelettique, la fatigue globale qu'on peut accompagner évidemment en shiatsu sur, on va dire, à l'année, au quotidien. Parce que sincèrement, on est tout le temps fatigué. On est quand même loin du sport santé ou du sport loisir, où là, on va faire une activité physique pour entretenir sa santé et pour booster son immunité. Moi, je trouve que c'est un peu, on est loin de ça. On est dans quelque chose de plus extrême parce que voilà, on est dans le dépassement de soi et puis du coup, on pousse tout le temps plus loin les limites du corps. Et finalement, j'ai le souvenir de certains enseignants au lycée qui étaient assez agacés par les sportifs parce qu'on était tout le temps fatigués alors qu'on aurait dû être à fond la forme. Mais en fait, on était tout le temps claqués, quoi. Bah évidemment, le système hormonal, quand on fait du sport de haut niveau à 14 15 16 ans, c'est souvent du grand n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose une des raisons pour lesquelles c'est sûr que je ne revendique plus du tout le sport de haut niveau, c'est bien pour l'aspect croissance des jeunes. Là, j'ai eu deux maladies de croissance. J'ai eu des problématiques menstruelles.
Mais tout ça, c'était un peu banalisé et enfin, fallait vite, 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 vite se remettre à l'entraînement, en fait, en général. On laissait pas beaucoup de place pour, euh, pour ces genres de problématiques. Il y a évidemment toute la thématique autour des blessures. Euh, La blessure, elle va, en tout cas au roller, ça va de la chute où on va se faire une plaie et qu'on doit soigner pendant quelques jours. Et du coup, on a des brûlures et des pansements à faire et c'est assez infect. Donc normal, ça pique. Et jusque aux déchirures, les fractures, avec des opérations. Moi, entre mes 15 et mes 20 ans, je me suis fait opérer 3 ou 4 fois. C'est quand même pas anodin pour un corps jeune. Du coup, là aussi, c'est beaucoup de fatigue finalement. Ça fatigue énormément encore de cicatriser. Et il y a l'aspect psychologique de la blessure qui est très violent pour les sportifs. D'ailleurs, c'est violent de base. Ça veut dire que quand on a prévu de partir en vacances ou même quand on n'est pas un sportif de haut niveau forcément et qu'on a des choses de prévues et qu'on se blesse, c'est toujours très pénible. Et du coup, là, tout à coup, quand on est blessé en étant sportif, c'est comme si on était un peu éjecté de tout son environnement, tout ce à quoi on est familier. Tout ça s'arrête de façon momentanée, mais c'est très pénible parce que on passe un peu d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que on passe d'un mode de vie où on est dans la performance sportive, on est dans l'excellence sportive, et tout d'un coup, d'une minute à l'autre, on est à l'hôpital et ça va durer 3 semaines, 2 mois ou 6 mois. Et là, on est dans un état de vulnérabilité assez extrême et on est face à notre propre impuissance. Et du coup, ça fait faire des contrastes comme ça assez violents parce que voilà, on expérimente deux positionnements complètement opposés. Euh, Ce qui a été très important pour moi dans ces moments-là, parce que j'en ai vécu quand même beaucoup des hospitalisations, eh bien, c'est les soignants. Ce sont les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les ostéos, toute cette équipe de soignants qui, tout d'un coup, sont des personnes qui vont poser un regard différent sur nous, parce que là où on est habitué d'être regardé comme un sportif qui performe, on va dire, tout d'un coup, on devient un humain vulnérable et aussi fragilisé, qui est en train de vivre quelque chose de difficile. Et à l'époque, sans vraiment m'en rendre compte, c'était très important pour moi parce que c'est comme si les gens me regardaient euh, mon moi réel là, dans l'instant de la blessure. Et donc, j'ai ajouté en bas des petits encadrés en bleu. Euh, Ça, c'est plus pour vous en tant que shiatsuki. C'est des petits commentaires voilà, qui peuvent vous aiguiller un petit peu si jamais vous accompagnez aussi des sportifs ou des sportives. C'est-à-dire que, évidemment, au-delà du côté accompagnement à la performance, il y a aussi accompagner l'être humain qui est derrière. Et des fois, c'est difficile de raconter autre chose, de parler d'autre chose que du sport. Et pourtant, c'est des besoins qu'on ne conscientise pas forcément quand on est jeune et quand on est dans la compétition. Ensuite, il y a la partie psychique. Donc, évidemment, il y a tout le stress. Euh, bah, Ça aussi, c'est de la gestion. On nous apprend à gérer notre stress. Et je pense que enfin, j'ai le sentiment que c'est de mieux en mieux avec les années. Mais moi, j'ai quand même le souvenir d'avoir baigné dans du stress, en fait, de mes 7 ans à mes 21 ans. Parce que finalement, c'est éprouvant, que ce soit le stress de la performance à l'entraînement ou en compétition, ou le regard des autres, la relation avec l'entraîneur, c'est stressant, la relation avec les coéquipiers, parce que le roller, c'est un sport individuel, donc on est rarement en équipe, on est quand même des concurrents, même si on peut être très très copains en dehors. Il y a aussi beaucoup de jalousie.
beaucoup de comportements bah voilà, de personnes avec de l'ego, quoi. On parle de compétition, donc on parle aussi forcément d'ego. Et il peut y avoir des choses très dures, en fait, dans des moments aussi où on peut être un peu vulnérable, où on a juste besoin de lâcher prise. Et ben non, il y a toujours de la compétition, il y a toujours un genre de besoin de domination quelque part. Et, euh, et du coup, psychiquement, moi, je sais que je faisais beaucoup d'insomnie parce que je ruminais beaucoup, parce que finalement, le stress dans le sport de haut niveau, c'est pas juste sur la ligne de départ, c'est vraiment toute l'année au quotidien. Après, ça, c'est ce qui me concerne. Je sais que ça concerne beaucoup d'athlètes. Euh, il y en a qui gèrent beaucoup mieux leur stress aussi. Il y en a qui ne sont pas forcément des stressés et du quotidien. Mais c'est quelque chose qu'on peut ne pas voir quand on n'est pas dedans. C'est-à-dire que quand on est spectateur ou quand on est extérieur, on voit le moment de la compétition et on sent, on voit les athlètes qui sont pleins de stress. Mais en fait, c'est comme ça souvent, un peu en permanence. Enfin, ouais, c'est des formes de stress qui varient, mais tout au long de l'année. Moi, parfois, j'avais besoin de repos, j'avais besoin de vacances et c'était compliqué de me faire entendre. C'était compliqué d'avoir le droit de me reposer, d'avoir le droit de récupérer et demander ne serait-ce que un jour de récupération. Je faisais au moins 4 nuits d'insomnie pour ça parce qu'en fait, je sais pas, c'était intense. Fallait tout le temps s'entraîner et il n'y avait pas trop de place pour le repos, quoi. Donc, c'est pas très yin et yang comme fonctionnement. Euh, donc, ensuite, il y a la partie transition. Euh, Ça, c'était à partir de mes 17 ans. Donc, avant ça, tout ce que je pouvais, tout ce dont je vous ai parlé, voilà, il y avait le côté la compétition, les voyages, les victoires. Je vais pas tout vous raconter parce que ça va durer très longtemps, mais c'est vrai que c'est très gratifiant. Voilà, c'est très gratifiant de monter sur un podium, d'enfiler un maillot de championne d'Europe, d'avoir un public qui chante la Marseillaise. Enfin, tout d'un coup, il y a une forme il y a quand même une forme bah oui, il y a clairement une forme de reconnaissance. Il y a des gens qui me reconnaissaient aussi, même dans ma ville, à Dinan, tout ça. Et, euh, et en fait, bah, quand tout ça s'arrête, bah, c'est la fameuse période de transition et il faut tout réapprendre. Donc, en 2011, j'ai vécu quelques blessures assez graves, mais au-delà de ça, j'ai vécu un choc émotionnel, bah, qui est rien d'autre qu'une rupture amoureuse en fait. Euh, Sauf que au-delà de la rupture amoureuse en soi, ça a été une période de ma vie où j'ai commencé à me rendre compte que finalement, j'avais pas beaucoup d'amour pour moi, pas beaucoup d'estime de moi. Et alors, bah, ça devenait un peu superficiel de gagner des compétitions et d'avoir des bonnes notes à l'école, etc., etc. Alors qu'en fait, je me rendais compte il manquait un quelque chose à l'intérieur, quoi. Et ça a été le tournant. En fait, je compare beaucoup ça quand je l'explique aux gens parce que ça leur parle plus quand on a une rupture après une relation longue avec une personne. euh, il y a un moment où, par exemple, il n'y a plus la flamme. Mais on a encore envie de continuer parce qu'on est attaché en fait à l'autre et à tout ce qu'on a créé. Et donc moi avec le roller, c'était pareil. Et donc il y a plein de sportifs, donc avec leur sport, leur discipline, on est tellement attachés, on a tellement tout créé autour de ça, tout construit, ce qu'on aime et notre entourage, nos relations, notre univers, notre rêve, tout ça. Donc en fait, moi, à partir de cette période-là, j'avais plus la flamme pour la victoire, pour la compétition, pour ce sport, mais il n'était pas question d'arrêter. Et c'est là où c'est parti un peu en cacahuète, parce que c'est là où je me suis beaucoup blessée et où j'étais en fait assez malheureuse parce que j'étais plus du tout alignée avec mes besoins. Euh, je pense que c'est aussi un point de vigilance. Je pense que c'est ce que j'ai mis dans le petit encadré. De questionner l'épanouissement global et pas seulement l'univers du sport, parce qu'en fait, il y a plein
de jeunes athlètes ou d'athlètes tout court qui sont un peu perdus par ailleurs et peut-être qu'ils aimeraient bien expérimenter d'autres choses, mais on a l'impression qu'il n'y a pas la place pour ça. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et pour finir cette période, on va dire, de transition, euh, il y a eu deux étapes. La première, c'était lors d'un championnat du monde en 2012. C'est un kiné de l'équipe de France qui, en fait, m'a parlé de mes blessures et qui a fait lien avec, on va dire, mes émotions et des traumatismes de vie. Donc, ça m'a beaucoup étonnée et je lui ai demandé comment il avait fait le lien entre les blessures et mes problématiques. Et c'est là qu'il m'a parlé du shiatsu. Il m'a parlé du shiatsu, il m'a parlé du livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je sais pourquoi, donc qui est assez connu. Et moi, c'est la première fois que j'ai entendu parler du shiatsu. Et donc, vu que j'étais totalement perdue à cette époque-là, j'avais 18 ans, j'étais plus bien du tout. Forcément, c'est tombé dans l'oreille et c'est resté, quoi. Euh, Ensuite, il y a eu un battement où j'ai rencontré par hasard ou parce que c'était le destin, plusieurs personnes qui faisaient du shiatsu ou qui faisaient de la médecine chinoise ou tout ce genre de choses. Et donc, ça a commencé un peu à germer et voilà, ça a commencé à dessiner, on va dire, une voie de sortie, mais c'était encore très, très fin. Et donc, le deuxième élément déclencheur, on va dire, c'était en 2015, donc 3 ans après, où cette fois-ci, c'était encore en championnat et c'était cette fois-ci une femme, une kiné de l'équipe de France. Il faut savoir que les kinés et les ostéos en équipe de France, c'est un peu comme, ils ont un peu un rôle de psy, parce qu'en fait, ils ont une écoute neutre et bienveillante. Et il faut savoir que c'est pas toujours facile de trouver des gens à qui parler, parce qu'on est entouré de nos entraîneurs, de nos amis qui sont aussi des compétiteurs, des fois de notre entourage propre, de de la famille qui nous voit que, entre guillemets, comme des champions et qui peuvent ne pas comprendre qu'on ait envie d'autre chose. Et donc, voilà, les kinés, ostéos, ils ont ce regard un petit peu neutre qu'on peut retrouver bien sûr avec le shiatsu. Et cette femme-là, elle m'a dit, bah, en fait, Marie, tu sais que tu as le droit d'arrêter le roller. Et c'est une phrase toute simple, mais en fait, quand je suis sortie de la séance avec elle, après son massage, je suis allée voir l'entraîneur de l'équipe de France et je lui ai dit que j'arrêtais le roller. Euh, et après ça, bah, du coup, on passe sur la troisième partie. C'était à 21 ans et le championnat d'Europe de 2015, ça avait lieu, on va dire, en août. Et au mois de septembre, je suis allée dans l'école de shiatsu qui était la plus proche de chez moi. Donc, c'était l'école du toucher à Nantes. Et je suis allée voir pour découvrir le shiatsu et peut-être pour me former. Et donc, quand j'ai reçu la première séance, euh, bah, en fait, j'ai ressenti, j'ai du mal, j'ai toujours du mal à trouver les mots. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça m'a apporté bah, voilà, un bien-être physique et psychique hyper profond. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'être nourrie. Et il y avait vraiment ce toucher maternel qui était présent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça. Il y a juste ma maman, en fait, qui me faisait des massages beaucoup quand j'étais jeune. Mais à part ça, en fait, mon corps, pendant 15 ans, c'était une machine de performance, quoi. Donc, c'était de la fatigue, c'était de la douleur, c'était des chutes, des brûlures, des déchirures. C'était aussi beaucoup d'émotions fortes, que des émotions fortes, en fait. Je vivais que à travers de l'adrénaline. Donc, en termes d'hormones, à 21 ans, j'ai été suivie par des endocrinologues parce que hormonalement, j'étais en vrac. Euh, J'avais le cortisol, j'avais tout donné et du coup, ça a complètement perturbé beaucoup de choses d'ailleurs, même au niveau de mon cycle menstruel. Euh, Comment dire et du coup, ouais, quand j'ai reçu cette première séance de shiatsu, je me suis rendu compte que j'avais absolument besoin de ça pour me remettre de toute cette période et que dans la continuité,
j'avais envie de faire ça. J'ai eu envie de me former pour apporter ça aux gens. Je trouvais que c'était une belle occasion de démarrer dans un cursus professionnel avec ça. Et, et du coup, bah, comme beaucoup de personnes qui font des formations en shiatsu, bah, ça dure 3 ou 4 ans, mais c'est des périodes de vie où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, il y a des grands nettoyages, donc on laisse des choses ou des personnes un peu de côté, et puis on va rencontrer, on va retravailler un nouveau réseau et plein de nouvelles activités, plein de nouvelles découvertes. Et donc, moi, je me suis entourée de personnes positives et j'ai développé mon estime de moi. Et du coup, je pense que je suis quand même assez différente aujourd'hui euh, avec le shiatsu que de l'époque où j'étais une sportive. Mais évidemment que les deux sont aussi complémentaires. Et, euh, et donc, dans la continuité, euh, bah, il y a deux choses. En fait, aujourd'hui, moi, en tant que receveuse de shiatsu, quand j'ai des collègues qui me font des shiatsu, j'ai encore des flashs. Et ça, c'est un élément que je pense être assez important pour vous en tant que praticien. J'ai encore des flashs de périodes de stress, en fait. J'ai des images des moments de compétition, des moments dans ma vie d'avant qui remontent à la surface, comme s'ils avaient encore besoin de s'évacuer, étant donné qu'il y a eu énormément d'accumulation de stress. Du coup, il y a encore plein de choses qui se libèrent, même si ça fait bientôt 10 ans que j'ai arrêté. Euh, Au début, je faisais beaucoup de rêves où je recommençais le roller de haut niveau. Et aujourd'hui, quasiment 10 ans après, ça arrive moins souvent, mais il faut quand même savoir que je fais encore des rêves parfois où je reprends le sport, enfin, je reprends le roller. Donc, ça a été extrêmement marquant. Et en fait, il y a énormément de sportifs qui ne se remettent pas de cette période-là, qui ne se remettent pas de ne plus être un sportif de haut niveau, de ne plus avoir d'adrénaline, de ne plus avoir de reconnaissance, de ne plus avoir cette identité de sportif. Et nous, on nous en parlait, j'ai des souvenirs où on en parlait en rigolant, en disant, attention, les sportifs, bah, vous devenez après des criminels ou vous devenez des drogués parce qu'en fait, vous êtes en manque. Et ben en fait, je pense pas être une criminelle, mais c'est vrai qu'il y a un énorme manque et que les premières années après le sport, bah franchement, il a fallu s'accrocher bah, pour, euh, pour retrouver des nouvelles choses à faire, quoi. Le rêve était, la passion était tellement forte que ensuite, on devient un humain et on ne sait pas qui on est. Et tout d'un coup, les gens ne nous regardent plus. J'imagine même pas ce que c'est pour les célébrités enfin, les célébrités internationales ou quoi. Ça aussi, c'est un sujet. Les gens, des fois, qui font des chanteurs ou des acteurs qui font un carton, un succès, et tout d'un coup, ils retombent un peu dans l'oubli. Bah, c'est extrêmement difficile psychologiquement de se remettre un peu en route. Donc, ça aussi, en tant que shiatsuki, c'est un regard que vous pouvez apporter, même si vous rencontrez des sportifs qui sont à fond et qui sont très motivés et qui veulent pas parler de l'après, juste ne serait-ce que de semer des petites graines en disant qu'il y a un après, que c'est possible, enfin que c'est possible, que ça va bien se passer, quoi. Là, faire de la prévention, encore une fois, on est sur de la prévention de santé et c'est aussi cette thématique-là. Et donc, bah évidemment, par rapport au shiatsu, par rapport à mon métier aujourd'hui, puisque ça fait depuis 4 5 ans maintenant que je suis praticienne shiatsu. Euh, je pense que ça a développé une forme de légitimité à l'endroit où, bah, quand je rencontre des personnes qui sont en transition, qui se posent des questions sur leur avenir, qui ont besoin finalement ouais, de changer d'étape de vie, euh, on comprend qu'il y a beaucoup de peur et je ne sais pas pour vous, en tout cas, ça m'intéresse de savoir. Souvent, ce qui vient un peu sur le devant de la scène, c'est des arguments économiques. Voilà. C'est la peur de changer les choses parce qu'on a une sécurité matérielle qui est juste et en même temps, on a peur de la perdre. Sauf que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas ce qui se joue, quoi. C'est finalement, c'est
une peur immense de l'inconnu et de ce qu'il va y avoir une fois qu'on aura lâché les choses. Et, euh, et en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de ce sujet qui revient à travers d'ailleurs bah voilà, certaines blessures, certaines douleurs chroniques aussi. Euh, et donc, voilà, j'ai mis ce petit encadré bleu pour vous en tant que praticien shiatsu. Évidemment, vous pouvez accompagner des sportifs sur le plan très physico-physique. Euh, Pareil, je ne l'ai pas précisé, mais moi, j'allais beaucoup chez l'ostéopathe. Bah, c'était très bien. Et en même temps, franchement, j'aurais tellement adoré recevoir du shiatsu si j'avais été sportive. Enfin, quand j'étais plus jeune. Je pense que en plus du côté technique de l'ostéopathe, il y a vraiment le côté enveloppant. Enfin, on amène le corps sur des ressentis un peu plus doux, un autre rythme, quoi. Et que ça peut aider au lâcher prise, que ça peut évidemment aider à lâcher le stress. Euh, Qu'avec le shiatsu, on a quand même il y a une grande place pour l'écoute aussi. Et, euh, et voilà, donc c'est grosso modo sur ces différents points que vous pouvez évidemment accompagner des sportifs. Et donc j'ai fait une petite comparaison. C'est pas très bien de faire des comparaisons, mais du coup entre l'univers du roller avec mes médailles où en fait c'était à fond la compétition, c'était c'était une vie de passion où il y avait beaucoup de place pour le rêve. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans ma vie perso, dans ma vie sociale, dans ma vie sur plein de plans. Et là où mon corps, c'était vraiment un terrain de douleur et où il y avait beaucoup de souffrance, où il y avait beaucoup d'émotions. Déjà de base à l'adolescence, enfin voilà, je pense que vous voyez, enfin c'est déjà assez difficile, mais en plus, quand il y a toutes ces injonctions à la performance, et aussi quand on est une femme dans le sport, ça c'est encore un sujet, mais être une femme dans le sport dominée par des hommes H24, c'est vraiment encore un sujet en plus que j'ai pas traité ce soir, mais qui a sa place. En tout cas, voilà, ça m'a permis de développer le dépassement de soi, ça m'a permis d'apprendre à être autonome et d'avoir une réelle envie d'être indépendante dans ma vie, et donc beaucoup de liberté. Et à côté de ça, donc le shiatsu, qui a été une belle découverte, un réel coup de cœur pour moi. Et là où il y avait de la compétition, aujourd'hui, il y a plus de la place pour de l'harmonisation, même si le shiatsu, par exemple, c'est un métier qui est individuel dans le sens où on est en libéral. Moi, j'ai vraiment à cœur de faire des projets avec des collectifs. J'ai envie de partager, en fait, et je trouve que ça fait sens aujourd'hui dans notre société. Et voilà, c'est la dimension du cheminement personnel aussi, parce que bah, je pense que vous avez tous ce cheminement-là où à la fois c'est un métier, mais c'est aussi un cheminement personnel. Le shiatsu, ça nous fait avancer et ça nous fait nous remettre en question. Et voilà. Et le corps, il y a une notion de respect du corps, de respect du rythme. Et, euh, et enfin, le corps qui est devenu un terrain de plaisir où voilà, on peut avoir des réactions positives avec le corps et que ce n'est pas qu'une zone de souffrance. Et puis voilà, les compétences qui sont le fait de se respecter, de respecter l'autre aussi, et l'équilibre du donner et du recevoir, et puis de valoriser le rythme de la lenteur, qui est différent de celui de notre société. Euh, voilà, et donc ma petite slide de fin, je vous remercie pour votre écoute, et j'ai ajouté, normalement on va vous envoyer donc le PDF à la suite, j'ai ajouté un podcast de France Culture que j'ai découvert il y a quelques jours, qui s'appelle Le revers de la médaille, ce que coûtent les médailles aux athlètes. Et en fait, je trouve que c'est complètement dans cette thématique aussi de certains sujets de société que les athlètes olympiques traversent à travers leur parcours. Et c'est l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc voilà.
Donc, Merci si vous avez Marie. Merci. des questions, des commentaires, bah ouais, je suis disponible. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, oui. c'est Frédéric. Donc merci, effectivement, c'était très émouvant. Euh, ça me parle et j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y avait des sentiments d'addiction, puisque on parle souvent des sportifs, d'addiction aux hormones, hein, pas d'addiction aux drogues, etc. Mais quand on fait du sport à haut niveau, sans qu'on soit à haut niveau, quand on fait beaucoup de sport, on a ces addictions-là. Et donc, dans les symptômes que tu décris, il y a un peu ces symptômes de manque, de ne pas pouvoir arrêter, d'être très haut en intensité, et puis voilà, de trouver toutes les excuses pour pas s'arrêter quelque part, et puis avec une pression sociale aussi du milieu du sport du haut niveau, d'après ce qu'on a compris, qui est très, très présente. Donc, comment tu gérais ça? Et bah ouais, absolument. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné. Mais aujourd'hui, quand je mets mes patins, parce que j'ai encore mes patins, et j'en fais une fois tous les 3 mois, euh, je, je vous assure que je ressens concrètement, physiquement, les hormones en fait qui se déclenchent dans mon corps. Enfin, après, comme tous les sportifs ou quoi. Mais euh, quand ça va pas, quand j'étais sportive, alors je le fais moins aujourd'hui parce que ben, en fait, j'ai évolué, mais je veux dire à l'époque. Euh, quand ça va pas, quand il y a de la colère, quand il y a des émotions fortes, on met les baskets, on met les patins, et en fait, ça vient apaiser tout ça. D'ailleurs, je pense que vous avez souvent, ça arrive souvent qu'il y ait des clients qui vous parlent de, voilà, de décharger avec le sport. Bah ouais, c'est une réelle addiction. Sauf que comme j'ai commencé à 7 ans, forcément, je ne l'ai pas conscientisé. Mais comment on fait avec ça? Comment je faisais quand j'étais... Alors, j'ai un souvenir qui me vient en tête, à une période où j'étais blessée au niveau du genou, j'ai pas pu... J'ai eu une grosse blessure avec une opération, donc pendant 3 mois, j'ai pas pu faire de sport. En tout cas, j'avais pas le droit d'utiliser mes jambes. Et du coup, je faisais du vélo de bras parce que j'avais tellement besoin de faire du cardio, j'avais besoin de me dépenser. Et sinon, je me souviens pas. Mais en fait, on fait des genres de dépression, quoi. Enfin, moi, je faisais des dépressions. Comme j'étais dans un internat avec des athlètes, dès qu'il y avait un athlète qui était blessé dans une autre discipline, il était en dépression. Enfin, en fait, il y avait beaucoup cette réaction-là. Et aussi, après le sport ou pendant le sport, on est quand même très sujet aux addictions, hein. Par contre, toutes les autres addictions qui prennent le relais après le sport, ouais. Il y a beaucoup d'anciens sportifs qui deviennent des vrais drogués, quoi. Merci. Pas d'autres questions? Juste pour dire que j'ai vraiment apprécié aussi la manière dont tu as présenté ça et l'aspect psychologique. C'est vrai que on nous a appris aussi dans les cours que les douleurs physiques ne s'accompagnent pas simplement au niveau physique, mais il faut toujours prendre en compte la dimension émotionnelle de la douleur et de tout le discours intérieur qu'on peut avoir. Et donc ça, on le retrouve bien dans ton approche. Et je trouve que c'est très, très confirmant, en tout cas, de se dire on a vraiment cette approche globale, le corps et l'esprit. Et c'est vrai que d'écouter, ça permet euh, c'est pas du temps perdu quand on a quelqu'un qui est en séance et de l'écouter, en tout cas. Bah oui, encore une fois, quand j'étais de la compétition et que j'avais des séances chez les kinés ou ostéopathes, ils avaient cette grande capacité d'écoute aussi. Et évidemment, à cette période-là, je ne me rendais pas compte du côté un peu psychologique de la chose. Mais euh, ouais, c'était des moments où il y avait des sas pour parler et pour dire des choses qu'on ne pouvait jamais verbaliser par ailleurs. Et, euh, et aussi, j'ai ce souvenir quand j'étais blessée.
j'avais beaucoup besoin en fait que les soignants touchent mes blessures pour en prendre soin. Vraiment, encore une fois, le rapport au toucher. Alors qu'on nous proposait, je ne sais pas si vous voyez là, les électrodes ou les espèces de petites ventouses qu'on pose sur les muscles, les électro-stimulations et tout pour aider les muscles à se remettre. Et en fait, moi, j'avais un profond besoin d'être touchée pour que, je sais pas, pour qu'on mette de l'écoute sur mes blessures, quoi, et sur mes mots en général. Florence Rabillé souhaitait Bonsoir. poser une question. Alors, c'est pas tant une question que rebondir sur ce que Marie disait. Déjà, merci pour ton intervention que je trouve très globale. Enfin, c'est intéressant d'avoir cette vision générale de ce parcours. Et, euh, et je trouve intéressant ce que tu disais par rapport enfin, à l'aspect effectivement portée extrême du corps. Euh, Aujourd'hui, j'accompagne un monsieur qui a 91 ans, qui est en fin de vie et qui est un ancien sportif de haut niveau olympique et qui, je pense, n'a pas fait le chemin que toi tu fais aujourd'hui et de voir effectivement à quel point par le shiatsu, aujourd'hui, c'est comment amener de l'apaisement, de la douceur et en fait convoquer aussi l'émotion, mais de manière peut-être plus subtile que les émotions que peuvent générer le dépassement soi corporel. Et qu'effectivement, enfin, c'est un chemin qui peut être vraiment intéressant à proposer à des sportifs dans différents cadres pour pas qu'ils se retrouvent effectivement, soit sur des après-périodes sportives, ou même là, je vois ce monsieur en fin de vie, où on sent que c'est. Enfin, il a ce mental de. Enfin, il est vraiment dans un refus de ce qui est en train de se produire. Et c'est un vrai challenge. Et je trouve que c'est vraiment comment ramener de l'humanité, en fait, presque à son corps qui a été poussé toute sa vie, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'exprime, mais je trouvais que ça remontait vraiment par rapport à ce que tu disais. Ouais, merci. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je dirais peut-être au-delà du profil du sportif, c'est comme ouais, plein de profils de personnes qui sont dans une quête de performance et qui n'arrivent pas à lâcher ou ouais, qu'on passe. C'est encore trop dur, c'est encore trop sensible. Et après, j'imagine que tu dois l'expérimenter là aussi avec cette personne ou d'autres. Finalement, nous, on peut proposer, cet accompagnement plus subtil, mais ouais, c'est la personne qui choisit aussi de faire fondre un peu cette carapace. C'est toujours un échange, évidemment. Mais des fois, ça peut être un peu frustrant aussi de se dire, ah là là, j'aimerais tellement qu'ils ressentent ce lâcher-prise là et cette forme un peu ouais, d'acceptation. Mais ce serait très beau et de toute manière, ça reste quelque chose qui infuse peut-être aussi en douceur malgré tout pour lui. Euh, ouais, en tout cas, des fois, c'est un petit peu flou pour moi parce que c'est vrai que j'étais jeune aussi. Mais je me souviens de cette résistance, ouais. En fait, entre le jour où l'amour du sport et de la compétition s'est éteint et le jour où j'ai arrêté, il s'est passé 4 ans. Donc j'imagine pour une personne qui a 91 ans et qui a jamais lâché ça, oui, évidemment, c'est immense ce qui doit se passer à l'intérieur de lui. Mm. Madame Blandin également voudrait intervenir. On ne vous entend pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Vous m'entendez là? Oui, oui, oui. Oui. Ah, j'ai peut-être un problème de son alors. Vous m'entendez ou pas? Non. Oui, oui, ouais, ouais, on vous Ah, entend. tac. Micro. Vous m'entendez là? Oui, oui, on vous entend. C'est bon. Hmm. Ah, très bien, merci. Quelqu'un m'a répondu.
Ok, donc merci bien, hein, Marie. J'ai trouvé ça très, très, très belle présentation et témoignage. C'est vraiment chouette. Et cette transition vers le shiatsu, est vraiment intéressant. Et je voulais juste rebondir un petit peu sur les mêmes, ce qui a été dit précédemment. C'est que ça m'est arrivé de faire des shiatsu sur des sportifs, forcément de haut niveau, mais des sportifs. Et ce que j'ai trouvé, le défi, c'était cette espèce de, comment je pourrais dire, oui, une carapace de très yang en fait, hein, très conduit, hein, l'énergie très, très tournée vers un objectif et de trouver la façon de relâcher et d'aller vers le yin, d'équilibrer vers le yin. Et c'était vraiment le défi de ces séances, hein, de trouver. Alors, j'ai entendu que toi, tu es allé vers le shiatsu avec une certaine vulnérabilité, avec des blessures, ce qui n'est pas le cas de tous les sportifs, en tout cas amateurs, mais moi, j'ai eu des coureurs qui couraient 100 km, donc c'est quand même des bons sportifs. Et c'est de trouver cette façon de les ramener au yin. Et je trouve que le shiatsu, pour ça, est fantastique. Que peut-être la kiné n'apportera pas autant puisqu'elle est plus dans l'action, hein. Donc le shiatsu a vraiment beaucoup de potentiel pour les sportifs. Mais j'avoue que c'était pas évident, hein, pour certains sportifs de trouver une façon de leur faire ressentir leur corps différemment et d'aller dans le yin. Voilà, donc c'est très intéressant d'entendre ton témoignage parce que ça ouvre une, comment dire, une posture ou peut-être une façon d'approcher ces sportifs, hein. Mm. Merci. Mhm. Bah Mm. ouais, merci pour ton partage parce que bah, c'est exactement ça en fait. Il y a zéro place pour le yin. Déjà dans notre société, bah, je vous apprends rien, c'est pas du tout valorisé, hein, tout ce qui est yin en général, tout ce qui est lent, tout ce qui est mou. Et, et donc bah, dans le sport, c'est pareil. Et ouais, il y a le côté mental qui résiste, et il y a le corps qui résiste, et genre, et c'est tellement chouette en shiatsu d'aller un peu vers ça. J'ai quand même un témoignage d'un autre collègue qui me disait que lui, les deux seuls sportifs qui sont venus à son cabinet, en fait, ça l'a pas fait parce que c'était trop pour eux, en fait. Trop de yin. Mm. Oui, moi, ce que j'ai apprécié, c'est ton témoignage pour dire cette incapacité à oser se reposer. Et donc, et que même que tu avais la pression sociale pour pas t'arrêter, alors que enfin, j'ai fait des marathons, etc., dans les plans d'entraînement, il y a toujours des phases de repos, on te dit, hein, il y a toujours des phases de haut et de bas, et, et après, ben, c'est vrai qu'avec les blessures, on apprend ça, mais c'est vrai que tu étais peut-être tellement jeune que tu n'as peut-être pas eu le temps d'apprendre tout ça, mais en tout cas, la manière dont tu l'as dit, c'était tellement fort de dire, ouais, est-ce que je peux, est-ce que je peux me reposer un petit peu? Ça fait peur, quoi. En tout cas, merci. Ouais, carrément. Florence? Alors après, peut-être que j'ai un peu synthétisé parce que oui, on avait des fois un jour de repos dans la semaine. Parfois dans l'année, on avait une semaine de vacances ou quoi. Mais je veux dire sincèrement, par rapport à d'autres pays, parce que je suis allée par moi-même toute seule à Taïwan, j'ai dû un peu m'exiler pour voir comment ça fonctionnait ailleurs, parce que j'étais un peu en rupture avec le modèle français. Et eux, là-bas, ils ont beaucoup plus de place pour le repos. Ils ont beaucoup plus équilibré, on va dire, sur le côté yin-yang du côté sportif. Puis en plus, ils ont une façon de patiner qui est beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus martiale, entre guillemets. C'est tellement beau, les patineurs en Asie, comment ils font. Nous, on est beaucoup plus en force, on est tout en muscles et on va chercher dans les ressources, quoi. Le côté culturel ressort énormément dans le patinage des sportifs. Et donc, après, ça dépend des entraîneurs, ça dépend des structures. Moi, je fais pas mal de prévention maintenant quand il y a des jeunes rollers que je connais un peu. Je leur dis, enfin, qui partent s'entraîner dans des pôles, qui font du sport-études. Je leur dis, mais attention, écoutez-vous, enfin, écoutez vos limites et faites, imposez-les, quoi. Dites stop et tout, parce que euh, on n'a pas beaucoup de place pour exprimer nos besoins. Mm. Et, et, et des fois, on nous fait la gueule, hein.
enfin, moi, ça m'arrivait qu'on me fasse la gueule, de me faire à moitié sanctionner parce que j'avais osé demander, osé exprimer le besoin. C'est quand même fort pour du roller en plus. J'imagine même pas dans les autres sports. Florence? Ouais, j'allais dire, je pense qu'il y a des choses qui bougent petit à petit dans les milieux sportifs, parce que tu parlais tout à l'heure de tout le chamboulement hormonal que ça pouvait être. Je sais qu'ils commencent à faire des études avec des sportifs au niveau du cycle hormonal et du cycle menstruel des femmes pour adapter les entraînements de plus en plus en fait en fonction du cycle, parce qu'on sait qu'on n'a pas une énergie euh, similaire selon la phase de notre cycle. Et je pense qu'il y a des choses qui commencent à bouger. C'est timide, bien évidemment, ça prend du temps d'avoir aussi du recul sur toutes ces choses-là, mais je pense qu'il y a des choses qui commencent à se faire, quoi. Et là, moi, où j'avais envie de rebondir aussi, c'est que pour ma au mien, qui n'est pas dans le cadre d'un sport de haut niveau, mais moi j'ai travaillé dans l'agriculture pendant, pendant 10 ans. J'ai fait du maraîchage. Et, euh, et en fait, ce que tu dis, je l'ai ressenti tout pareil, la notion d'addiction, un truc qui, parce que c'est des rythmes très, très soutenus, c'est très physique. On n'a juste pas les podiums et les spectateurs pour nous encourager, mais il y a quelque chose de cette dimension-là. Et je pense que enfin, ce que tu dis à l'échelle du sport, je pense qu'on le retrouve dans beaucoup de domaines où les gens sont en sur-régime. Enfin, moi, pendant longtemps, je croyais que j'avais des problèmes psychologiques tellement, effectivement, ça, en fait, j'étais tellement solide que, pareil, il y avait des bouleversements hormonaux. Je pense que j'ai fait l'équivalent de deux burn-out, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui des burn-out, ce genre de choses, parce qu'en fait, on peut pas travailler à notre rythme. En fait, le rendement fait qu'on est sur des rythmes qui sont au-dessus de nos forces. On a en plus un milieu qui est assez masculin et assez misogyne. Mais il y a tous ces facteurs-là et j'ai l'impression que enfin, finalement, il y a ce milieu du sportif, mais qu'on le retrouve dans plein de pans finalement, de notre société, en fait, qui est juste pas au rythme physiologique du corps humain, quoi. Et bah, carrément. Oui. D'ailleurs, après, je sais pas si vous avez ce type de public aussi, mais bah, moi, c'est quand même principalement, enfin, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont en fait saturées par le rythme, par l'injonction à la performance dans tous les domaines de la vie, hein, professionnel, familial, enfin, dans le couple, enfin, partout, partout, partout. Voilà, on en est là. Bon, après, il y a beaucoup de déconstruction et la déconstruction est en cours de route aussi. C'est ça qui est chouette et c'est cool de faire partie. Et, mais oui, tout. Et c'est pour ça que je parle du sport, entre guillemets. Oui, c'était difficile, mais je peux pas me plaindre. Je veux dire, entre guillemets, c'était un rêve que j'ai vécu. C'est différent des gens voilà, qui sont dans des métiers, ils n'arrivent plus à s'en sortir et voilà, il y a d'autres crises derrière aussi, quoi. Mais en tout cas, bah, le shiatsu a clairement sa place ben, dans cette transition de société, ça fait aucun doute. Et comment dire, pour rebondir sur ton commentaire sur les menstruations et tout ça, oui, en effet, il y a des études, ça commence un peu à bouger. Et encore, je pense que ça dépend des fédérations parce que j'avais une sophrologue qui a près 20 ans de plus que moi. Elle faisait du judo en équipe de France. Et à l'époque, donc dans les années 80, ils étaient très sensibles. Ils adaptaient l'entraînement par rapport au cycle et tout ça. Ils étaient très à attentifs à ça. Bah, moi, dans mon milieu, pas trop. Moi, j'ai dû prendre la pilule. Enfin, on devait prendre la pilule pour pas avoir de règles pendant les championnats. Et puis, il n'y avait pas... Bon, il n'y avait pas trop d'écoute là-dessus. Mais, euh, mais ouais, ça bouge quand même aussi. Il n'y a pas d'autres questions? Moi, j'ai un autre petit commentaire par rapport à ce que tu disais sur un de tes collègues praticiens de shiatsu qui a reçu des sportifs et qui disait que ça n'a pas matché parce que le shiatsu est trop lent. J'ai l'impression qu'en fait, le toucher, c'est du langage. Et pour avoir reçu des gens qui sont soit sportifs ou justement sur des rythmes complètement
au-dessus de ce que le corps peut encaisser. J'ai le souvenir comme ça d'un monsieur qui est venu et à la, f- à la fin de la séance, il m'a dit, ah, va falloir se mettre à la muscu. Et puis, il me parlait de vidéos de massage russe qu'il avait vues où apparemment ils utilisent je sais pas si c'est des marteaux ou où ils se tapent dessus à coups de je ne sais quoi. Et, euh, et pour autant, c'est un monsieur que j'ai accompagné pendant des mois et des mois qui était à deux doigts de, je pense, enfin, je craignais limite un AVC ou un infarctus tellement il était comme ça. Mais il a fallu que j'aille le chercher un peu sur son terrain, son langage, d'être dans quelque chose d'assez intensif au début pour qu'il m'entende, qu'on se rejoigne, et où en fait, petit à petit, j'ai décéléré et je l'ai emmené sur autre chose. Et j'ai eu l'impression de devoir faire ça pour pas le perdre en fait. Je pense que si je lui avais parlé plus subtil tout de suite, je pense qu'il m'aurait même pas entendu. Et il a fallu en fait prendre quelque part son rythme et décélérer et l'accompagner en fait dans, dans une décélération. Au même titre que quelqu'un qui arriverait et qui est dans une dépression profonde, si on lui fait un truc un peu trop stimulant, en fait, en fait, on est en décalage de rythme. Donc, il y a vraiment ce truc dans toucher, ça reste du langage, donc il faut quand même s'adapter pour pouvoir aller là où on veut emmener la personne si on veut pas la perdre d'entrée de jeu. Et je trouve que c'est ça qui est pas toujours évident. Ouais, je suis d'accord, ouais, d'essayer de s'adapter au langage. C'est pas toujours évident. C'est des gens qui sont un peu dans la résistance, parce qu'ils sentent. Moi, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent bon, moi, j'y crois pas, hein, mais je sais pas, genre, c'est ma femme qui m'envoie déjà, bah, tu viens si tu veux. Et enfin, voilà, il n'y a rien de. On n'est pas obligé de croire en Dieu, faire chiasson, quoi. Mais oui, oui, il faut super s'adapter. Bon, c'est intéressant, hein, mais après, j'imagine que c'est dans. Je mets entre guillemets, c'est le côté un peu commercial dans le sens où il faut s'adapter au profil pour que la personne entende, qu'on puisse continuer à converser plus longtemps, sinon ça active les boucliers. Mm. Mais, euh, mais ouais. Et puis à l'inverse, moi j'ai des fois des gens qui sont aussi très 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 mystiques et qui sont à fond, à fond, à fond. Et je me dis, bon, bah, c'est pareil, je les écoute et puis j'essaye d'aller sur quelque chose de neutre parce que bah, j'essaie de garder une posture neutre. Mais, euh, mais ouais, c'est marrant, c'est intéressant. Mm. Ce que j'ai trouvé très intéressant là, c'est de constater que au départ, on peut se dire que par rapport aux sportifs de haut niveau, on va s'intéresser aux muscles. Puis en fait, le psychologique est primordial dans le travail, en fait. C'est les muscles, à la limite, c'est même un peu secondaire, mais le psychologique est énorme. Et c'est ça que je trouve impressionnant, en fait, dans ton témoignage. Ouais, carrément. Mais nous, c'était un chiffre qu'on nous disait souvent, c'est 80% c'est le mental et le reste, c'est le corps, quoi. Alors oui, Mm. il y a des gens évidemment, qui ont un corps je sais pas comment on dit, qui est performant. Enfin, il y en a qui ont du talent. Après, il y a aussi tout le travail. C'est toujours l'équilibre des deux quand on va vers la performance. C'est d'ailleurs un super débat souvent. C'est ceux qui ont le talent et ceux qui travaillent et lesquels sont les plus méritants et tout ça, tout ça. Enfin bon, et comment dire, mais en tout cas, ouais, waouh, comment tout, enfin, tellement de choses se jouent dans le mental. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, des fois quand je regarde des compétitions encore de roller ou quoi à la télé, enfin à la télé, sur l'ordinateur, il y a des athlètes des fois qui reviennent de blessures et donc ils ont pas d'enjeu parce qu'en fait, ils reviennent de blessures et ils sont un peu. De toute façon, c'est du bonus cette course-là. Bien, souvent, c'est là où ils performent parce qu'il y a un lâcher-prise et du coup, il y a juste le plaisir d'être dans la course et de faire le meilleur. Enfin, on retourne dans quelque chose de je vais faire le meilleur, je vais m'amuser et là, ça marche. Et le stress, enfin, waouh! Moi, j'ai expérimenté ça tellement de fois de tomber parce qu'en fait, je suis stressée et plus parce que j'ai fait une faute d'inattention et, euh, et j'ai fait des grosses performances sportives en étant très très blessée parce que bah, c'était le mental aussi, paradoxalement,
parce que j'avais la niaque et tout, quoi. Il n'y a plus de questions. On va pouvoir s'arrêter là alors. Ok, bon, bah, en tout cas, c'était chouette. Ravi que ça vous ait plu. Je sais pas, on vous enverra donc le PDF, je pense, Il sera via mis la sur le boîte mail. site. Oui, sur Sur le le site, site, voilà. oui, il est sur le Euh, site. Je mets la vidéo sur YouTube et puis tu m'enverras le PDF et je le placerai aussi sur le site dans l'espace membre. Donc, ok, ça roule. Bon, bah, merci pour l'échange, en tout cas. bien, Merci à merci, toi. merci à tous. Et je voulais prévenir que au mois de mai, on fera un jeudi du SPS consacré à la réflexologie. C'est Christine Bretin qui interviendra le 25 mai sur la réflexologie. Je ne sais pas encore quel axe elle, elle va prendre, si c'est la réflexologie euh, de la tête ou de, des pieds, enfin je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est Christine Bretin donc, qui interviendra le 25 mai. Voilà. Donc, merci encore, Marie, et puis bah, Merci. bonne soirée à tous, et peut-être au 25 mai alors. Au revoir Au revoir. Bonne Au soirée. revoir, bonne Bonne soirée. soirée. à tous. Bonne continuation.